Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Mais avant toute chose, si vous souhaitez nous soutenir, vous savez qu'on travaille avec NutriPure. C'est tout simplement la meilleure marque de compléments qu'on recommande à nos athlètes et qu'on utilise nous personnellement. Vous avez directement 10% avec le code stratège si vous créez un nouveau compte justement pour votre première commande. On vous invite évidemment à utiliser ces compléments-là. C'est une façon de nous soutenir et en même temps d'utiliser des compléments qui vont vous aider à atteindre votre meilleur niveau. Donc évidemment, on vous les recommande et on vous remercie de passer par notre code. Le sujet du jour, c'est un sujet un peu précis. On a décidé d'aborder la question d'un mouvement. On va aborder la question du deadlift. On va discuter des aspects techniques, des aspects programmation, des aspects erreurs. On va vous donner un peu notre avis sur comment faire progresser ce mouvement, qui est un mouvement pour certains qui est un peu plus intuitif que d'autres. Il y en a qui tirent en Wi-Fi, on va en discuter. Il y en a qui sont à l'aise avec le mouvement. Il y en a pour lesquels c'est véritablement c'est un mouvement compliqué. C'est un mouvement qui, on le sait, dans les sports de force, c'est un mouvement qui ramène beaucoup de kilos sur le total, donc c'est un mouvement qui est relativement important. Et on va essayer de vous apporter quelques pistes que vous pouvez utiliser dans votre entraînement pour sortir de la stagnation ou bien tout simplement essayer de relancer un peu vos progrès. Je vous propose, les gars, dans la première partie de ce podcast, peut-être qu'on parle un peu de... Moi, je commencerai bien par la technique, parce que je pense que la technique, c'est quand même... je dirais que c'est quand même une base, c'est quand même un fondamental si vraiment on a envie d'avoir un deadlift solide. Je vais vous demander... peut-être, allez, je vais choisir au hasard le deadlift spécialiste, mais c'est quoi pour toi l'élément principal d'une bonne technique au dead? C'est quoi le truc, si tu as un deadlift à corriger, c'est quoi le truc sur lequel tu vas travailler en priorité avec un athlète? Bah, Romain, il a dit d'être du spécialiste, réponds. Ça, c'est pas gentil, ça. Non, en vrai, je dirais que le truc vraiment essentiel, c'est de maîtriser l'extension de hanche. Genre, que ce soit en sumo ou en tradi, je dirais que c'est vraiment, en fait, dans la compréhension du mouvement, de comprendre que les extenseurs de la hanche sont les muscles qui vont vraiment avoir l'action primaire sur la barre et de savoir coordonner avec assez d'efficience ce mouvement-là, en fait. Et à partir du moment où on a cette composante-là, les autres choses, souvent, elles vont facilement tomber à la bonne place et voilà, on peut cleaner des petits détails, mais normalement, si on se concentre sur ça, genre, c'est bon. Ok. Pour toi, c'est quoi justement? Tu dis que l'extension de hanche, bon, on sait que c'est un peu le prime mover pour faire monter ton deadlift, mais c'est quoi le truc? Qu'est-ce que tu recommanderais à un athlète qui te dit ok, bon, j'ai compris qu'il faut faire une extension de hanche, mais je capte pas trop le mouvement, notamment voilà, des athlètes qui veulent trop s'asseoir ou autre. Qu'est-ce que tu essayes de corriger en général? Qu'est-ce que tu essayes de dire pour améliorer ça en fait? Bah, déjà, de faciliter la vitesse à laquelle le gars va trouver la position à laquelle il peut vraiment appliquer de la force sur la barre. Tu vois, il y en a vraiment qui ont une position de départ, et en fait, c'est vraiment pas du tout la position dans laquelle ils peuvent produire de la force. Donc, essayer de réconcilier l'athlète avec la position dans laquelle ses hanches ont eu un bon levier, en fait, pour venir voilà, genre, partir et pouvoir engager l'extension de hanche. Ok. En fait, pour moi, il y a quelque chose qui est intrinsèquement lié à la position de tes hanches. Ça va être ta proximité de la barre. Et ça, pour moi, c'est l'un des plus gros problèmes, notamment en sumo. Il y a trop d'athlètes qui cherchent à être trop proches de leur barre. Et du coup, en général, ça, en fonction des morphologies, bien sûr, ça peut avoir pour conséquence d'avoir les épaules trop en avant de la barre. Ça peut avoir pour conséquence d'avoir les hanches trop hautes ou trop basses. Et en fait, tout ça, c'est l'un des éléments qui, pour moi, est le plus sous-coté au deadlift. C'est vraiment trouver la distance à laquelle tu vas te placer de la barre. Et j'ai un exemple très précis. C'est Benjamin avec qui on est en train de bosser là-dessus. Il a commencé, et quand on a commencé le suivi, il a commencé à tirer. Il était tout de suite sur un sumo avec les tibias collés, tu vois, avec les tibias vraiment orthogonaux par rapport au sol. Et en fait, ça posait problème parce que lorsque tu te retrouves dans cette position-là, pour pouvoir placer correctement tes hanches et te sentir un minimum à l'aise, bah, tu vas avoir les épaules qui vont être loin devant la barre. Et on sait que c'est vachement important aussi d'avoir les épaules qui sont alignées avec la barre ou légèrement devant. Et en fait, pour pouvoir trouver cet équilibre entre les différents segments, les différents angles, etc., un truc très simple, je vais dire recul de 5 mm ou 1 cm maximum. Et en fait, le fait de reculer un petit peu de sa barre, ça fait qu'au moment d'initier son démarrage, il va venir avancer un petit peu plus les genoux. En avançant un petit peu plus les genoux, conséquence directe, tu abaisses un poil plus tes hanches. En abaissant un poil plus tes hanches, tes épaules reculent au passage. Ça fait un meilleur bras de levier et le deadlift, il explose, tu vois. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Ouais, Romain, et ce que je trouve marrant, c'est que
En fait, moi, je vois pas trop ce truc avec les épaules qui sont pas forcément à la bonne place. J'ai l'impression que de mon côté, je vois surtout les athlètes en général qui les placent bien, mais c'est plus, en fait, ils sont toujours trop loin de la barre. Soit ils sont trop loin parce que les tibias, enfin les tibias sont pas en contact et du coup il y a un gros espace entre les trucs. Soit ils sont trop proches et du coup ils sont quand même trop loin parce que quand ils envoient les hanches, les tibias, ils poussent la barre en avant et du coup, il faut aller la rechercher. Et tu vois, j'ai l'impression que souvent, c'est ça, quand la position d'épaule n'est pas bonne, bah, ils compensent en fléchissant plus les tibias, enfin fléchissant plus les genoux, ça fait avancer les tibias qui font avancer la barre. Et du coup, tu te retrouves à tirer avec la barre comme ça devant et tu dois la ramener proche de toi. Et c'est vrai que c'est une vraie galère, quoi. Ouais, moi, je vois les choses un petit peu différemment pour les athlètes qui poussent la barre avec les tibias, justement. Je me dis que eux, ils ont ce besoin pour être à l'aise d'avancer suffisamment les genoux et que à leur distance actuelle vis-à-vis de la barre, il n'y a pas suffisamment cette liberté. Et du coup, ils le font quand même et c'est ça qui vient pousser la barre, tu vois. Et du coup, à ces athlètes-là, je leur recommande justement de reculer à peine. Comme ça, ils ne vont pas changer leur angle de Ouais, dorsiflexion, bah pareil. mais ils vont juste venir se mettre en contact et ça va décoller, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'était la même chose. C'est juste qu'en fait, soit ils sont trop loin et du coup, bah, le problème, enfin, de base, c'est celui-là. Soit ils sont trop proches et du coup, ils éloignent la barre et du coup, ils la ramènent après, tu vois. Ah, je suis Et d'accord ouais, avec ça. je vous rejoins les gars avec la distance à la barre. Genre en fait, il y a trop de gens qui oublient que le deadlift, bah, c'est un lift où niveau setup, tu as le plus de liberté en fait. Genre la barre n'est pas censée te contraindre tant que ça en fait. Il y en a qui, par nature, ils vont tellement s'imposer le fait d'être collé à la barre qu'en fait c'est plus la barre qui va tout influer sur leur setup. Et donc après, à partir du moment où tu es proche de la barre, rien que quand tu vas vouloir rapprocher tes hanches, pour les gens qui font des hip throughs, des trucs comme ça, genre la position du bassin, elle va être forcément trop en rétroversion, des trucs qui vont pas être efficients pour compléter le mouvement, alors qu'en fait à la base c'est eux qui se sont imposés cette contrainte. Genre c'est même pas la barre ou le poids qui les a forcés à se mettre dans cette position, ils auraient vraiment juste pu reculer et avoir la place vraiment pour placer le dos et faire un mouvement efficient en fait. Mais j'ai l'impression que justement, c'est un peu ça la difficulté. C'est que tu vois, sur les autres mouvements, la barre, elle te contraint un minimum, donc tu vas pas n'importe où. Donc même si tu fais pas les choses complètement bien, tu as quand même la barre qui t'impose une certaine contrainte. Et en fait, j'ai l'impression que ne pas avoir cette contrainte de la phase excentrique ou du placement Ouais. vis-à-vis de la barre, c'est comme commencer un jeu en open world et t'as pas de quête, tu vois, t'as pas de Ça journal de quête, ça te tu sais pas où contraint, aller. quoi. C'est à double tranchant, quoi. Genre, la liberté, Mhm. forcément, c'est soit ça te permet de faire des dingueries, genre tirer en Wi-Fi, ou de te faire complètement slacker par la barre, genre. Enfin, Ouais, c'est sûr. Ouais, de ouf. De ouf, de Ouais. ouf. Et pour moi, enfin, après, je te laisserai parler, Roman. Vas-y, Mais, vas-y. mais pour moi, il y a un deuxième gros problème qui survient beaucoup au niveau de la technique au deadlift, que ce soit pour les débutants ou même pour les athlètes plus avancés. J'en parlais avec Rico l'autre jour, justement, et bah, ça l'a un petit peu décoincé, donc je suis content. À l'approche des France, on espère qu'il va sortir un gros deadlift. Mais c'est au niveau de la rétraction scapulaire et de la façon dont tu vas engager ou pas tes scapulas et de la longueur que tu vas pouvoir donner à tes bras, en quelque sorte. Et en fait, c'est marrant parce que on le voit beaucoup sur des athlètes à qui on dit qu'il faut des lifts propres, en fait. On leur dit oui, il faut que tu aies un deadlift dos droit, etc. Donc automatiquement, ils vont, au moment de leur setup, peut-être qu'ils vont allonger un petit peu leurs bras et tout. Ils ont dû entendre dans une vidéo de Sean Noriega que c'était bien d'avoir les long arms, etc. Mais après, instinctivement, on leur dit tu tires dos droit, ils font quoi? Hop, ils engagent les scapulas comme s'ils allaient faire un tirage d'épaulé, comme sur un exercice d'haltéro. Et en fait, en faisant ça, déjà, ta position de départ n'est pas du tout avantageuse. En plus de ça, tu vas très vite arriver sur les limites de ta fixation de position. Donc très vite, même si tu vas engager correctement ton dos droit, etc., bah, très vite, tu vas finir par défixer ta position de départ. En plus de ça, tu rallonges ton amplitude d'au moins 5-6 cm. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points négatifs à tirer de cette façon-là. Et en fait, c'est simplement pas un deadlift, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment un élément aussi qu'il faut rapidement mettre en place. C'est apprendre, en fait, tout simplement à tirer avec un peu de protraction, pas nécessairement partir dans les extrêmes en mode full dos rond, protraction, la barre tire le slack du haut de la colonne, etc. Tu vois, on n'est pas obligé de partir directement là-dessus. Mais simplement apprendre à garder les bras suffisamment longs, engager les dorsaux, oui et non, et simplement tirer dans une position où tes bras servent
En fait, il faut se servir de ses bras comme d'une corde, comme d'une sangle, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut rallonger ça le plus possible pour que ce soit le plus avantageux, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi qui est souvent oublié, c'est que ce dont tu as besoin, enfin, sur le deadlift, j'ai l'impression que quand tu te penches, c'est d'avoir une position qui est assez naturelle, en fait. Tu vois, si tu te penches pour ramasser un truc, tu vas pas te chercher à te mettre en extension de fou, etc. Bon, si tu as déjà fait un déménagement ou un truc comme ça, tu as toujours un mec qui te dit attention, le dos droit, etc. Parce que sinon, à la fin de la journée, tu auras mal au dos. Mais en fait, ce qui fait que tu as mal au dos, c'est pas que tu n'as pas eu le dos droit, c'est juste que tu as lift un volume de malade tout le temps dans la même position toute la journée, en fait. Donc, à la fin, c'est normal que tu aies le dos qui soit pump. Et en fait, si tu fais la même chose avec le dos droit, ça sera pareil. Le seul truc, c'est que je suis d'accord avec toi, Soulé, qu'il y a un peu cette notion de OK, si t'as pas le dos droit, t'es pas bien placé. Ou à l'inverse, le prisme de ouais, il faut que tu aies le dos hyper rond. De toute manière, on s'en fout, quoi, tu vois. Et il y a aucun cadre entre les deux, j'ai l'impression, alors que juste s'autoriser parfois juste un léger arrondissement, mais en fait qui est naturel, qui n'est pas forcé, parce qu'en fait, que ce soit forcé une protraction ou une rétraction, dans les deux cas, c'est pas terrible. Faut vraiment réussir à se positionner dans un espèce d'hybride et où tu n'as pas l'impression que ton corps il est trop contraint, quoi. Moi, je dirais qu'en fait, le deadlift, c'est un des mouvements où on est le plus. En fait, il y a plus la nuisance de l'idée de la technique parfaite. Dans le sens que, il y a tellement de gens qui vont essayer de tendre vers des trucs qui leur semblent forts et tout, un dos droit, un truc très vertical et tout, et essayer de démarrer dans des positions qui sont pas du tout réalistes. Et en fait, vu qu'il n'y a pas d'excentrique, bah, ils sont super vite ramenés à la réalité et ils n'arrivent pas à maintenir la position. Et en fait, le lift, il se passe mal, tu vois. Alors que sur un squat, un bench et tout, en fait, tu sais assez vite que la position dans laquelle tu t'es mise, elle n'est pas trop, elle est pas trop bien pour produire de la force et en fait, automatiquement, tu t'adaptes un petit peu, genre. Alors que le deadlift, je pense que c'est un peu plus compliqué d'être réaliste, en fait, dans la position de départ. C'est-à-dire, ça, c'est une position qui est peut-être pas super belle, dos droit et tout comme ça, là, mais je suis très fort dans cette position, je peux la maintenir et donc elle va sûrement me permettre de performer. Ouais, c'est ça qui est difficile, c'est que sur les autres mouvements, tu as l'excentrique qui dicte la couleur. Et souvent, si tu as ton excentrique qui se passe bien, que tu as suffisamment de contrôle dessus, il y a quand même fort à parier que tu vois, la majorité de ton lift, elle est quand même assez réussie et que tu vas réussir à repousser dans une position qui est similaire. Alors que tu vois, je prends un exemple de développé couché, moi je le vois tout le temps, hein, quand tu as des trajectoires qui sont un peu pourries sur la phase excentrique, que ça arrive vite à l'approche de la pause, etc., tu sais déjà comment ça va repartir. Tu sais déjà comment ça va repartir. Je vois la négative, je sais déjà que c'est raté, tu vois. Ah, en vrai, de ouf. Ouais, je suis d'accord. Et t'en penses quoi, toi, Roman? Dis-nous un petit peu. Moi, je suis d'accord avec vous je pense sur le hinge. En fait, il y a même des athlètes super forts qui savent pas hinge en fait. Moi, je garde souvent un peu mais ça on en parlera dans les progs, mais je pense que le hinge c'est un peu un pattern qui est. En fait, les gens sont tellement matrixés par dos droit, dos rond, en fait, qu'ils oublient de hinge. Tu vois, le focus, ça devient est-ce que ma colonne va encaisser? Ça, donc, je pense que c'est une erreur. Et moi, il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes qui veulent pas se coordonner. Je m'explique, il y en a qui veulent pas pousser, tirer en même temps. En fait, il y en a, ils sont en mode le soulevé de terre, c'est un tirage ou c'est une poussée. Tu vois, souvent en sumo, pas du tout tirer, mais vouloir que pousser. Et en tradi, parfois vouloir que tirer et pas pousser. Et moi, j'aime bien ce côté un peu où tu pousses le sol et tu tires en même temps en utilisant ta chaîne poste et en gardant ta position et pas venir tirer avec tes bras, sinon tu finis avec un curl avec 200 kg au bout de bras. Et en fait, je pense que c'est un problème souvent de positionnement parce que si tu et souvent, ça donne des trucs un peu chelous parce que tu vois des gars qui veulent utiliser leurs cuisses et résultat, bah, ce qui se passe, c'est qu'ils essayent de s'asseoir à l'excès. Et en fait, en essayant de s'asseoir à l'excès, ils n'arrivent pas à produire de force dans les cuisses, donc ils mangent tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'ils utilisent leurs cuisses. Donc tu te dis, mais mets-toi dans cette position, pousse je donne parfois un exemple, un peu un quart de squat, pousse en fait, pousse dans cette position-là, envoie tes hanches dans la barre et en fait, te prends pas plus la tête, quoi. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Liam sur le fait que j'ai l'impression que c'est vraiment le lift qui matrixe les gens sur ouais, la technique parfaite, parce que tu n'as pas d'excentrique en fait. Donc voilà, là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de progrès. Et ne considérez pas, parce que parfois vous êtes un peu gifted pour le deadlift, ne considérez pas parce que vous êtes relativement fort que votre technique est relativement bonne au deadlift. C'est que tu peux aussi longtemps, j'ai l'impression, contrairement à d'autres mouvements, tu peux longtemps un peu te faufiler dans tes leviers sur le deadlift. Et si tu prends des mauvais patrons, notamment le fait de jamais apprendre à hinge, bah, il y a un moment où tu te prends un mur en fait. Si tu sais pas hinge et que tu t'es reposé sur le fait d'arrondir de plus en plus, bah, ça marche. Ça marche un temps, mais ça marche pas éternellement, quoi.
Jusqu'à temps que tu dises le décollage est RPE 6, le lock est RPE 9,5. Du coup, je c'est pense ça. que j'en ai 2 en réserve, tu vois. Bizarre. Aïe, 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 aïe. C'est ça, Mais ouais, Le vis-à-vis le aussi. fuse au point le plus difficile. Genre, si ton décollage, c'est une fusée, mais que tu galères à log, bah, tu pourras pas faire beaucoup plus. Bah ouais, c'est ça. On est aussi fort que le maillon le plus faible de la chaîne, hein. Toujours, ouais. Je suis d'accord avec ça. Et ouais, par rapport à la flexion de hanche, la flexion de colonne, etc., il y a quelque chose qui est souvent oublié par beaucoup, en fait, c'est que ce que tu vas pouvoir mettre en degré de flexion de hanche, c'est quelque chose que tu n'auras pas à mettre en degré de flexion de colonne et vice-versa. Donc, si tu vas beaucoup arrondir le dos, tu n'auras pas à beaucoup fléchir les hanches et vice-versa. Et en fait, c'est une sorte de curseur sur lequel vous pouvez jouer. Et par exemple, en fait, si vous démarrez avec un dos très droit, vous allez avoir beaucoup de flexion de hanche. Et pour être dans une position à peu près OK, vous allez quand même devoir être un petit peu plus loin de la barre. Si vous souhaitez vous rapprocher un petit peu plus de la barre, il va falloir automatiquement compenser. Vous ne pouvez pas compenser plus en flexion de hanche que ce que vous avez, donc il va falloir compenser en flexion de haut du dos, de préférence. De dos d'une façon générale, mais de haut du dos. Mais en fait, c'est comme ça en fait, que vous allez pouvoir modifier petit à petit votre deadlift et que vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui peut marcher sur vous. C'est-à-dire qu'en jouant sur la proximité de la barre, ça va jouer sur le degré de flexion de hanche. Et si au bout d'un moment, vous avez trop de flexion de hanche et que vous ne pouvez pas fléchir les hanches plus que ça, votre corps, automatiquement, il va commencer à arrondir le dos. Et c'est là que vous allez pouvoir jouer, faire différents tests et voir ce qui vous convient le mieux, en fait. C'est là que je me rends compte que le format podcast, il est pas du tout adapté à parler de la technique. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je me dis, mais en fait, moi, j'arrive très bien à visualiser le truc, etc., tu vois. Mais je me dis, pour quelqu'un en fait, il faudrait un schéma, tu vois. Oui, je suis d'accord. Et puis, il faut aussi toi sur le schéma. Parce qu'en fait, tu vois qu'en fonction des morphos, ça donne des trucs. Enfin, tu vois bien, le gars, je sais pas, qui est assez longiligne, bras super long, pour lui, c'est automatique d'aller choper la barre, type tirage en Wi-Fi. Lui, tu lui dis place tes hanches, c'est un peu automatique. Le gars qui est pas gifted, tu sais, bras un peu courts, qui est un peu, voilà, qui est plutôt un squat spécialiste, un peu bréviligne, bah, ça va être lui, le curseur, il est super important parce que lui, il rate un tout petit peu, bah, en fait, sa position, elle Ça n'a est, plus rien à voir. ça n'a plus rien à voir en fait. Ouais. Mais Et c'est pour surtout, ça je que pense que c'est important les permanences techniques qu'on met en place. C'est pour ça, parce que du coup, rapidement, en fait, on peut très rapidement voir ce qui va pas du côté de l'athlète. Et derrière, ça peut servir aux autres athlètes qui sont présents dans la fameuse permanence, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. je pense qu'il y a un gros souci aussi sur le deadlift, c'est qu'au niveau du placement, vu que, encore une fois, il n'y a pas cette phase excentrique, pour beaucoup d'athlètes qui débutent et qui n'ont pas forcément la proprioception d'un athlète qui a déjà fait d'autres sports, c'est hyper compliqué de comprendre certains patterns. Moi, je le vois avec tu vois, des potes à moi qui font pas de power, qui font pas trop de muscu ou quoi. Et si vous avez déjà fait l'expérience, vous savez très bien de quoi je parle. Si vous l'avez jamais fait, essayez. Demandez-lui de faire genre un soulevé de terre roumain. Ah, c'est pareil. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Genre, Je En vrai, dirais même autre chose. Demandez-leur de faire un tirage vertical à la poulie. oui, non, mais c'est sûr. Mais je veux dire, là, moi, j'ai vu des trucs, tu sais, parfois, c'était lunaire, tu vois, où je me dis, mais, enfin, pour ces athlètes-là, tu vois, en fait, c'est chiant parce que, je vais prendre une image, si tu es en train tu vois tous tes potes qui font du vélo, et que tu as un coach qui te dit, non, toi, c'est mieux que tu apprennes avec les roulettes, tu vois, bah, tu as la rage, tu pas envie de faire ça. Mais je pense que pour beaucoup de monde qui savent déjà pas faire un RDL, parce que moi, j'en vois beaucoup des athlètes qui font du deadlift, etc. Et je lui dis, vas-y, fais un RDL. En fait, le RDL, il ressemble à un Jefferson curl. Je dis, non, non, fais un RDL. Je veux pas que le dos, il bouge. Et ils comprennent, mais ça reste toujours un truc de flexion, etc. Et moi, pour ces athlètes-là, souvent, ce que je recommande, c'est de faire tu sais, genre du kettlebell swing ou du hip thrust avec un élastique, etc. Et c'est des trucs qui peuvent paraître hyper humiliants parce que tu es vraiment sur la base de la base. Et puis, musculairement parlant, il se passe rien. Mais en fait, parfois, je pense qu'il y a des athlètes qui auraient vraiment besoin de repasser par ces bases-là, quoi. Kettlebell swing sous-côté à la mort, mais on en parlera après. Côté, ouais, bah là, on amène des choses sur le tapis. Bah là, tout de suite, ça switch. Moi, je vous dis, on passe à la deuxième partie. Je vous propose de parler prog. Et d'abord, on parle prog et ensuite, on parle un peu variation, exo-accessoires. Mais une prog de deadlift, je parle un peu du même constat plutôt que d'expliquer toute notre méthode parce que ça, c'est aussi pour nos athlètes. Et voilà, les petites épices, c'est aussi pour, c'est pour les bonnes recettes. Mais c'est quoi l'erreur que vous voyez dans les progs en général sur le deadlift? C'est quoi les trucs quand vous récupérez un athlète qui c'est auto-prog ou autre? C'est quoi les erreurs que vous voyez dans les progs de deadlift?
Merci beaucoup pour ton écoute du podcast, j'espère que ça te plaît. Si tu veux aller plus loin, je te propose d'accéder gratuitement à notre atelier. Dedans, on t'explique comment on a aidé 500 athlètes à débloquer 100 kg sur leur total. Je te préviens, il n'y a pas de formule miracle, mais si tu es un athlète passionné et que tu as l'impression d'avancer au ralenti, ça peut t'aider à progresser plus facilement. Seigneur, Il y que en a dire? deux, je dirais. Que dire, il n'y a rien qui va. En fait, il y en a pour beaucoup, c'est trop d'intensité. On dit que le deadlift, c'est un mouvement qui réagit très bien au lourd, etc. Mais il y en a qui sont vraiment dans l'excès vis-à-vis de ça et qui tapent des RPE 9 à chaque séance de deadlift, donc au moins 2 fois par semaine. Et pour d'autres, c'est un volume qui est, je ne vais pas dire qu'il y en a trop, mais qui est simplement pas adapté à ce qu'ils peuvent encaisser et à leur levier, en fait. Donc, quelqu'un qui tire avec un gros dos rond, qui ne s'est pas encore trop fixé, etc., mais qui bouffe 10-12 séries de deadlift dans la semaine, bah, il ne va pas forcément aussi bien les encaisser. Et derrière, bah, ça peut mener à une stagnation, quoi. Ok. Ouais, en fait, je pense que aussi le gros problème, c'est que la plupart des athlètes ne savent pas ce que ça veut dire s'entraîner lourd ou pas. Et ils ont l'impression que s'entraîner lourd, ça veut dire potentiellement faire des séries de 7, RPE 10 ou des trucs comme ça. Ça, c'est pas s'entraîner lourd. Enfin, en fait, il n'y a pas besoin de ça pour s'entraîner lourd. Et je pense qu'il y a énormément d'athlètes qui, à force de s'entraîner trop lourd, ils perdent des bons automatismes en termes de technique, ils perdent leur capacité à hinge correctement, ils perdent leur capacité de récupération. Et c'est toujours le même truc. Ils ont l'impression que ah, mais si je ne fais pas ça, c'est parce que j'ai pas intégré le 3e deadlift dans la semaine, etc. Et au final, tu finis complètement rouillé, tu vois. Ok. Ouais. Ouais. Est-ce qu'Eliam, toi, tu as autre chose, tu as un autre un peu un truc de prog que tu as pu déjà voir si on est un peu en surface, mais si après on poussera un peu. Non, ils ont assez résumé. Je trouve qu'il n'y a pas un truc qui est vraiment identifié de façon très précise. C'est souvent s'entraîner de façon pas adaptée, en fait. J'ai du mal à vraiment mettre le doigt sur un truc, un pattern qui est vraiment très récurrent. Mais souvent, je vais trouver, ouais, ça c'est trop lourd, ou ouais, il y a trop de volume. Enfin, c'est Bah, dur. en fait, Euh, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est hyper compliqué comment? à À synthétiser. schématiser ou à synthétiser, voilà, parce qu'en fait, il y a plein de cas différents. Et du coup, le seul truc que tu peux dire pour que ça fitte tout le monde, c'est bah, c'est pas adapté. Adapté, ouais. Ah ben, Et il y a quand même un truc, c'est quand même au deadlift, moi je vois quand même beaucoup plus d'athlètes qui veulent trop forcer trop souvent que des athlètes qui veulent. Enfin, le submax au deadlift, je pense qu'il a vraiment une place. Je dis pas que c'est dans les autres mouvements, il n'a pas sa place, mais je trouve que sur le deadlift, tu as quand même des athlètes qui vraiment, en fait, en voient vraiment en considérant qu'ils peuvent récupérer un peu comme un bench, tu vois. Et je crois que c'est quand même un mouvement, notamment si tu tires voilà, en tradi, tu as les bras courts, tu n'es pas gifted à la mort pour faire du deadlift, c'est quand même coûteux en fait. Du fait que tu n'es pas d'excentrique, du fait que tu es dans des positions avec des porte-à-faux assez importants et autres, je trouve quand même de manière générale qu'il y a quand même une intensité de malade qui est mise sur le deadlift, et souvent couplée avec un haut volume. Je trouve que ça, c'est un truc quand même que je vois assez souvent d'en faire beaucoup trop vite en fait. C'est un truc quand même que je vois un peu et je pense qu'il est un peu problématique, quoi. Et puis souvent, j'ai l'impression que les athlètes ont tendance à perdre un peu la marge qu'ils ont et qui serait bénéfique à leur progression parce qu'ils veulent gratter le petit PR supplémentaire. Et tu vois, j'ai un exemple là d'un athlète belge avec un t-shirt NutriPure, tu vois. Et je sais que c'est c'est un truc qu'il fait souvent. Ah, mais parfois faut tracter. Quand tu as le débardeur, quand tu as les contours autoritaires, faut tirer. Tu tires. À un moment donné, faut faire ce qu'il faut faire. C'est tout. Moi, tu me mets une charge, Ramzer, moi, je sais que je vais tirer dessus. Moi, Ouais, mais c'est. justement, le problème, c'est quand tu nous fais des Dominique Tyrell, là. Mais non, 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 attendez, les gars. Moi, les arrondis, c'est 2,5. Dominique, Ouais, c'est le triplé, j'étais bien. Du coup, j'ai fait un single à 280. Non, 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 c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Dominique, si tu nous écoutes, hein, on a toujours le screen de l'overshoot de 50 kg, il est toujours là. On le gardera, on le gardera. Mais ouais, ouais, je suis d'accord l'intensité, elle est plus coûteuse au deadlift en fait. Si tu grilles ta marge, ça va te demander de rebuild en fait. Beaucoup plus. Sur un bench, tu overshoot un peu, je trouve que bon, tu récupères un peu plus vite. Le deadlift, tu t'envoies un gros top set de l'espace et c'était pas prévu ou autre, tu le payes cher quand même. Tu le payes très très cher. Je pense que tu le payes d'autant plus cher en tradi parce que les érecteurs spinaux qui sont quand même mis en PLS en général à chaque fois que tu fais un peu de volume en tradi, c'est quand même des muscles qui n'ont pas généralement une capacité de récupération de fou. Et à moins d'avoir l'habitude de faire ces 3 squats et ces 2 deadlifts dans la semaine avec une quinzaine de séries, en général, tu douilles. Et il y a plus de chances qu'il y ait une séance qui impacte sur l'autre que sur les autres mouvements, je trouve.
Tu sais, ça me rappelle des souvenirs de fou ce que tu dis là. Ouais, je sais. J'ai vu ton Là, petit là, sourire. carrément, tu m'as rendu nostalgique, t'as pas fait gaffe, mais J'ai vu ton petit sourire. Je me souviens de l'époque où il me disait putain, je prends ma douche et je sens mes lombaires, elles sont peu, page 24. été 2022, premier bloc d'entraînement. J'avais quoi? J'avais un 6x5 sur le jour secondaire au deadlift en tradi et sur le jour primaire 5x3, un truc comme ça. J'avais environ 12-13 séries de deadlift dans la semaine et en fin de bloc, ça montait à 15. Et en fait, sur ce genre de programmation, quand tu défixes un petit peu, tu regrettes tout le reste du bloc parce que tu n'as plus le temps de récupérer. Ouais, Oui, tes tu sais lombaires, très elles sont- bien la rep qui t'a foutu, genre. T'es là en mode. Au début du bloc, tu fais celle-là, je m'en souviens. Vendredi. Il y a Après, 2 tu qui en train de t'entraînes. faire. La barre, elle a rebondi d'1 centimètre. J'ai tiré un peu de travers là. J'ai senti ça a fait un petit. Et là, j'ai senti, je me suis dit, ah. Le Mais petit bon, après, c'est un petit tête, donc ça va. Et surtout, après, tu sais, t'as des réflexes de fou quand tu tapes un volume comme ça. Tu sais, t'es chez toi, je sais pas, à un moment, tu te penches pour ramasser un truc et tu te fais mal. Et tu dis, ah ouais, mais putain, c'est à cause du ça, j'aurais pas dû me pencher pour ramasser ça parce que je. Tu vois? C'est grave Ouais, aussi, c'est- genre. Alors qu'en fait, ton dos, il est tellement rôti que juste tu ramasses une boulette de papier par terre, tu peux rester tétraplégique. Tu restes assis, tu as les lombaires qui brûlent en 5 minutes. Et tu sais, après, les gens, Voilà. ils pensent qu'il faut inviter un power à son déménagement. Il dit, ouais, peut-être qu'il va aider les meubles, il va t'aider à bouger le canapé. Alors qu'en fait, les lombaires sont tellement cuits H24 que ton canapé, il va pas bouger. On va bouger, gros. Puis tu sais, tu te mets un peu à vouloir t'étirer le dos et tout. Tu sais, tu te mets un peu en mode attends, si je m'assois bien droit, Attends, j'ai mon baume du tigre. dans mon outil et mon petit rouleau de massage, tu sais, je vais aller m'allonger et tout. Après, Et, tu te mets à caler un coussin dans le bas de ton dos quand tu es assis sur une chaise. là, tu sais que les lombaires, ils sont en sueur. Là, tu sais qu'il y a un problème. Il y a un problème dans ta prog. Mais oui, je suis Mais assez. je vais faire la transition, pardon. Et en fait, c'est justement à cette époque-là que j'ai jamais autant stagné au deadlift de ma vie. Donc ne faites pas ça. C'était juste la petite conclusion. Ensuite, j'ai réduit mon volume. J'ai un peu changé ma technique. Mais en faisant moins, c'est là que j'ai vraiment débloqué mon deadlift et que rapidement, j'ai passé le palier des 300 et dans la même année, celui des 320. Donc, c'est quand même des gros progrès. Et je ne pense pas que ça aurait été possible avec ce que je me mangeais dans la gueule sur l'été 2022. Si je peux me permettre, t'as oublié de préciser que t'as écarté les jambes entre deux. Ouais. En fait, avant le passage en tradi, j'écartais déjà les jambes. Déjà je stagnais à 2,90 en sumo. Je suis passé en tradi, je suis monté à 2,90, 2,95 en tradi. Et après, bim, to the moon. Le switch hitter. Ah, gros. Il varie pour choquer le muscle. Non, mais- Ok, donc pour programmation, je suis d'accord avec vous, mais on a parlé il n'y a pas si longtemps kettlebell swing et autres, et bon, on va parler rapidement des variations, des trucs un peu sous-cotés. Vous avez un truc sous-coté ou un truc que vous aimez mettre dans des progs de deadlift pour essayer de relancer la progression d'un athlète? Qu'est-ce que vous mettez? Romain, je sais déjà ce que tu vas mettre là en ce moment, tu le spams. Je sais ce que tu mets à tout le monde là. Je Non, sais. pas tout le monde. Mais moi, je kiffe. Moi, je kiffe. Je suis du même avis, mais Romain, je te pose pas la question, tu diras en dernier parce que je sais déjà ta réponse. C'est comme quand le prof de français dit tout le monde sauf machin, parce que tu sais, ça fait depuis 10 minutes que tu lèves la main. Tout le monde sauf Romain et son soulevé de terre jambes tendues, s'il vous plaît. Donc tu les kettlebell swing. Ouais, en fait, le kettlebell swing, je le mets même pas forcément dans la prog. Ça peut faire un petit aller-retour rapide. Mais je trouve que pour quelqu'un qui tire en sumo, c'est vachement intéressant parce que justement, ça te pousse à hinge un peu mieux, à partir un petit peu plus en flexion de hanche. Et sur le timing de verrouillage genou-hanche, c'est un truc incroyable. Et vraiment, lorsque tu mets la bonne intention et que tu es vraiment explosif au max et tout, c'est là où tu comprends, tu te dis, ah, mais en fait, il faut que je lock vite et fort les genoux sur mon sumo. Et c'est ça qui va me renvoyer, en fait, qui va faire renvoyer les hanches. Je sais que c'est pas clair, mais faites du kettlebell swing et vous allez... Si. Mais en fait, il y a un truc même auquel ça me fait penser, c'est que le deadlift, c'est quasiment le seul mouvement où tu peux vraiment profiter de faire de mettre de l'explosivité, en fait. De ouf. Parce qu'en fait, le truc simple, c'est que si tu fais ça sur du squat, bon, t'as une chance sur deux de finir décapité globalement. Si tu fais ça au bench, t'as une chance sur deux de finir comme Lucas Berux.
Donc, en fait, le truc, c'est que c'est ça, c'est le seul mouvement sur lequel tu peux vraiment te permettre de faire quelque chose d'explosif. Et en plus, je veux dire, la mécanique du deadlift, le fait de hinge, d'avoir une flexion de genou, bon, c'est plus le cas sur un tradit que sur un sumo, on est d'accord, mais ça ressemble quand même beaucoup à une mécanique de saut, en fait. Et tu peux largement te permettre de chercher un mouvement qui est explosif. Je te dis pas de sauter avec la barre, tu vois, mais ouais, pour le coup, c'est pour ça que les mouvements comme le kettlebell swing, c'est très bien. En fait, c'est sous-coté parce que je pense qu'en termes d'apprentissage technique, c'est très bénéfique. Bon, après, pour quelqu'un comme Eliam qui tire 350, je pense qu'un kettlebell swing, on va vite voir les limites. Parce que, à part si tu fais des kettlebells de 90 kg comme Konstantinov, je pense que tu vas pas avoir grand-chose à faire, quoi. Et par contre, tu dis ça, mais pour le coup, il y avait vraiment un moment où ma Q au deadlift, c'était limite de penser à catapulter la barre, genre. En mode, un peu comme un kettlebell swing, genre, limite, genre, je m'imaginais en train de vouloir jeter la barre derrière moi, tu vois. Et ça, je sais pas comment expliquer, mais ça me permettait vraiment d'engager et de vraiment me rapprocher de la barre super vite, et ça marchait super bien. Après, c'est des trucs que j'ai un peu internalisés et qui sont un peu naturels, mais il y a vraiment un moment où je me disais, je prends la barre dans les mains et je vais essayer de la jeter derrière moi, genre. Et je sais pas. On va faire un petit aparté technique, ce sera l'easter egg pour voir si les gens ils sont restés jusqu'au bout. Mais pour moi, la technique de James Hadcock, elle conviendrait à beaucoup plus de monde que ce que les gens pensent. Donc pour ceux qui ne visualisent pas, James Hadcock, c'est un British 93 qui a un très gros deadlift, il a déjà tiré 350. Et en fait, tout le monde dit oui, il lock les genoux trop tôt, nanani, nanana, tu peux partir vers l'avant et tout. Mais en fait, non, c'est pas parce que tu lock les genoux trop tôt que tu vas rester bloqué. Tu vas rester bloqué si ta position de départ, elle est pas restée fixe et que effectivement, tu restes avec les genoux verrouillés. Mais le problème, c'est ton dos, c'est pas les genoux, tu vois. Et en fait, le fait de lock rapidement les genoux, c'est certes à double tranchant, mais une fois que c'est maîtrisé, pour moi, c'est l'une des meilleures techniques au deadlift en sumo, je précise, en sumo. Et ça, on peut le voir avec plein de gens. Déjà, parce que lorsque j'ai essayé de m'approprier cette technique, c'est aussi là où j'ai bien progressé au deadlift. On a Adeo Misakin, le moins de 83, qui a presque tiré 350 et qui a tiré 335 très facilement, qui tire aussi plus ou moins de la même façon. Il y a Enaoro, le moins de 83, qui a quasiment 400, pareil, il tire avec cette même intention. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment le lock un peu en avant en termes de timing des genoux, c'est vraiment sous-côté pour le coup, je trouve. En fait, le piège, c'est que si tu pars avec les épaules un tout petit peu trop en avant, clairement, tu vas jamais verrouiller. Il n'y a aucune chance. Et c'est pareil, si tu pars en ayant, je sais pas, un degré de flexion, même lombaire qui est un peu trop important, c'est pareil, tu vas jamais lock. Et moi, je pense à 2-3 de mes athlètes là, notamment Guillaume, Melwin, etc. Ne faites pas ça. Je vous en supplie, faites pas ça. Non, mais ouais, moi je suis d'accord un peu avec toi, Suleiman, mais je trouve que c'est quand même pas accessible à tout le monde. Il y a des gens que dans leur position de départ, ça va leur demander beaucoup trop de tirer avec une position d'épaule qui permet de lock les genoux aussi vite et de pas avoir un porte-à-faux de ouf pour pouvoir finir avec le hinge, juste avec les hanches. En Genre, fait, et là, tu vois, de profil, il a vraiment les épaules au-dessus de la barre, tu vois. Genre, il va tirer, il recule ses genoux, c'est pas trop, une position trop insupportable, tu vois. Et je pense aussi qu'il y a un truc sous les, c'est que il y en a beaucoup qui tirent, qui essaient de tirer un peu la barre vers eux. ouais, dans la barre, il tire dans la barre. Ouais, exactement. Et qui essaient de tirer la barre contre leur cuisse. Et je pense que ceux qui font ça, s'ils lockent les genoux trop tôt, ça va être compliqué, tu vois. Bon, bien sûr, mais en fait, moi, quand je donne cette cue-là, je pars du principe que le reste est acquis. C'est vraiment. Mais ouais, en fait, tu pars du principe que le mec, il a déjà un niveau d'athlète inter. Mais ouais, pour le coup, quand tout ce qui a été énoncé avant est acquis, et que, en fait, ça va tellement vite et fort qu'il n'y a plus le moment où tu bloques avec la barre, tu vois. Tu vas tellement vite que tu annihiles ce moment-là. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ça dépend du poids que tu as sur la barre, je pense. Mais Gros, je l'ai fait à n'importe quelle charge, gros. Je l'ai vécu, c'était incroyable comme sensation. Suleiman, il va te dire, je l'ai fait, donc vous pouvez. Mais Ah, je mais te jure que tout le monde peut le faire. Il a sorti une vidéo là-dessus. David Wilson, si ça voulait pousser un peu le sujet, il a sorti une vidéo qui s'appelle Lock Your Knees Faster, quelque chose comme ça, ou First. Ouais. Et c'est exactement ce qu'il dit. Parce qu'il dit un truc aussi très simple, c'est que vu que c'est des questions de levier, si tu lockes tes genoux rapidement et tôt, en fait, tu les laisses pas dans le chemin de la barre non plus, donc tu as moins de chances aussi que la barre elle s'éloigne de toi. Et enfin, ça peut. Si tu es bien placé, encore une fois, on part toujours du truc que tu es bien placé. Hein, parce que si tu es mal placé, tu vas douiller. C'est ça tout le problème d'un podcast, en fait, c'est que tu as toujours l'exemple pour qui la Q ça va,
mais en fait, tu vas toujours. Moi, je sais très bien là qu'il y a des gens qui vont se mettre à faire des deadlifts immondes et qui vont nous taguer. Tu sais quoi? Une Taguez pas Romain parce qu'il veut pas être dans ces histoires. Taguez-moi et je regarderai tous vos deadlifts, c'est promis. Souleymane pour les problèmes. S'il y a des kinés qui t'écrivent, il faudra te démerder. Tranquille. Tu sais, ça me fait penser un peu le deadlift, tu sais, il marche pas, mais au moins il est rapide. Tu vois, c'est un peu genre, est-ce que tu es efficace? Non, mais il est rapide, mon deadlift, tu vois. Tu lock? Non, mais au moins les genoux sont lock rapidement. Ouais, je te dis, ça fait penser. À 70 kg, tu vas crier vitesse, mais à 270, tu vas te Il va crier dorsaux, je crois. Elle était mort. Ok, donc, soulever le kettlebell swing. Eliam. Moi, j'ai pas de truc mystère, genre. Ça je sais pas, juste tire. Deux trucs mystères, putain. Eliam. Sur des listes, il n'y a pas de mystère. Non, en vrai, ça dépend trop de la problématique. Il n'y a pas un truc que j'arrive à mettre et que je sais que ça va bénéficier à tout le monde. Enfin, un peu, hein, mais genre, est-ce que ça vaudra vraiment le coup d'un point de vue ressources, tu vois? Je suis pas sûr que je vais envoyer des RDL lourds à tout le monde. Genre, ça va pas vraiment aider tout le monde. Donc, en vrai, ça dépend. Ok. Précautionneux. Il est précautionneux ce soir. Dès qu'il y en a un qui botte en touche. Mais t'as raison. Moi, je sais que c'est pareil. À un moment, quand j'avais intégré du RDL un peu lourd, parce que en plus, tu peux vite monter un peu quand t'arrives à trouver les petites astuces de placement sur le RDL. Ça devient tellement fatigant, surtout sur un tradi. En fait, t'es mort toute la semaine. Ouais, voilà. Ouais, Et du coup, Romain, le SLDL, t'en parles quand? S'il te plaît, SLDL. 3 tirages. Hein? Parle-nous de la méta 3 tirages. Tu veux dire ce que je fais moi ou ce que je recommande de faire? C'est pas pareil. Ah, il y a une fine distinction entre les deux. Est-ce que je dis pas ce que je fais, hein? Non, c'est pas ça. C'est que juste, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui, encore une fois, ont peut-être des difficultés à hinge correctement, etc. Et en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est juste que le kettlebell swing, c'est un moyen de le faire. Le soulevé de terre jambes tendues, c'est un moyen de le faire aussi. Et je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire un soulevé de terre jambes tendues parce que tu sais, c'est le genre de mouvement qui est un peu c'est force brute, entre guillemets. Tu sais, il n'y a pas trop de technique. C'est un peu comme quand tu fais du bench avec les prises, avec tu vois, les mains en prise serrée, etc. C'est le genre de mouvement, de mouvement où techniquement c'est assez accessible, mais tu peux pas trop tricher dessus en fait. Et je trouve que c'est assez intéressant parfois pour certains athlètes de retrouver un pattern, je dirais, un peu pur, entre guillemets, où ils ne peuvent pas trop se reposer sur l'optimisation et juste se poser moins de questions au niveau technique et juste tirer. Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'athlètes qui, par exemple, avaient du mal à progresser en sumo ou quoi, et juste ils sont passés en tradi. Leur morpho n'était pas forcément mieux pour passer en tradi, mais juste le fait d'arrêter de se poser 500 000 questions, ils sont devenus plus forts en tradi. Et en fait, pour moi, le SLDL, c'est un peu ce genre de mouvement-là où juste, en fait, tu te poses aucune question au niveau de la technique parce qu'à partir du moment où concrètement tu t'es placé correctement, il n'y a rien à bouger. Et juste tu tires et si les charges montent et que tu manages correctement ta fatigue, tu vas progresser sur ton deadlift. Ouais. Comme je déteste réfléchir, j'ai choisi de faire du SLDL en deadlift comp. Mais en vrai, c'est pas une mauvaise idée. Je suis d'accord avec ça. Moi, c'est un truc, c'est Dan Green, tu vois. Dan Green, c'est un truc qu'il dit depuis super longtemps, le SLDL, tu vois. Il dit, c'est simple, on dit, il y a un mouvement, tu poses ton cerveau, tu tires, et tu deviens un titan, ta chaîne poste, tu deviens en 5D, tu vois. Comment tu veux que ça aide pas ton deadlift? Comment tu veux que quand tu viens rajouter tes quads et que tu viens te mettre dans une meilleure position, comment tu veux que ça fonctionne pas, en fait? Ouais, après, je trouve que c'est toujours un peu le piège de se demander est-ce que tu veux optimiser ton mouvement ou est-ce que tu veux être plus musclé, etc. Enfin, tu vois, il faut toujours faire un mix des deux parce que tu vas pas devenir plus fort au deadlift juste en devenant plus musclé. Genre, ce serait bête de passer à côté d'optimisation technique ou tu vois, d'améliorer ta position juste parce que tu dis que tu as envie de ressembler à Jordan Peters, tu vois. Genre. Ouais, je suis d'accord. Mais après, tu peux quand même voir que parfois, tu as des athlètes, je sais pas, ils font du RDL à allez, 40%, ils sont en difficulté de leur max au deadlift. Pour moi, c'est un indicateur, tu vois, que tu as une chaîne poste qui est peut-être pas, enfin, tu as peut-être un peu max stock les leviers. Tu vois, le gars qui tire en sumo et tu lui mets 50% même pas de son sumo en RDL et il est en sueur et puis pendant une semaine, il a mal au dos. Pour moi, c'est direct, attention, on va bosser Ouais. ça. Hein.
En fait, ce qui me fait marrer, c'est que souvent, j'ai l'impression que les athlètes, ils ont l'opinion exactement opposée de ce qu'il leur faudrait. Tu vois, il y a des athlètes tu sais, ils sont persuadés que c'est bon, ils sont suffisamment musclés, etc. Et du coup, il faut bosser que la technique. Et d'autres qui, à l'inverse, ils sont, tu sais, ils sont déjà à PDC plus 20, assez secs, etc. Ils se disent juste, si je veux devenir plus fort, il faut juste que je sois plus musclé, tu vois. Ouais, Et t'as ça le fait juste milieu. des, ça fait C'est des- normal que les gens s'appuient sur leur force, tu vois. Il y a un mec qui est technique, tu vois, il se dit, je vais devenir encore plus technique, tu vois. Et du coup, Ouais, non, mais je suis d'accord. mais c'est sûr que tu as plus de marge de progression en explorant le truc où t'es nul, toi, genre. Bah, c'est ça. Mais souvent, en fait, le truc où t'es nul, t'as pas envie de le faire parce que Ouais, c'est clair. quand t'es nul, ça te fait pas plaisir. Et tu vois, quand t'as, je sais pas, je vais dire une connerie, si t'as un bench qui est hyper optimisé, que t'arrives à bencher 140, etc., que tu passes aux haltères, tu passes à 30 par main et tu vois, je vais dire une bêtise, mais des nanas qui benchent 40 kilos par main aux haltères, ton ego, il t'empêche de faire cet exercice, tu vois. Ah, moi, je fais pas d'halter, moi. Il n'y a pas d'haltère dans la jungle. Pas d'halter ici. Hauteur 14, il n'y a pas Non, d'haltère. non, si t'es vraiment un bro et que tu veux optimiser, tu feras une bonne chest press, mais bon, après. Aïe, 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 aïe. Clairement. La flemme de me stabiliser comme ça, là, avec des points de 1,90 m, c'est bon, genre. Mais Soulé, il ouais, tire la nuque, il est gêné parce qu'il préfère ses poids libres. Il préfère quand les poids sont rouillés, que ça fait gling-gling, hein. Non, mais on n'en parlera pas, mais ta chest press, bah, tu vas la garder pour toi, quoi. il y a un conflit sur la chest press, sur un podcast sur la chest press. Mais je pense qu'on a fait un peu globalement le tour de, voilà, de notre vision qu'on a sur la technique. Voilà, c'est pour ça aussi voilà, que nous, les permanences techniques, c'est un truc qu'on aime bien parce qu'on trouve que ça permet aussi de faire avec des vidéos. C'est aussi ça tout l'intérêt d'avoir un regard extérieur. C'est ça. Pour adapter une technique, vous comprenez bien que c'est difficile. On essaye d'aller un peu au-delà du ça dépend parce que sinon vous sortez avec rien du tout et au final, le ça dépend fait qu'on fait rien du tout. Et pareil pour la programmation, vous voyez bien que c'est évidemment, on ne le répète pas, mais warning, ça dépend des individus, de votre morphologie, de C'est votre capacité. toujours contextuel. Et l'idée, c'est de comprendre dans quel contexte on fait quoi. C'est surtout ça, en fait. Ouais. Et si vous avez, voilà, là, l'enjeu, c'est de vous donner un peu des pistes. Tu disais, Liam? On prendrait pas 5 minutes juste pour parler du slack. On a fait un truc sur le deadlift sans parler de Ok. slack. Ok. En fait, Eliam, il a juste envie de passer son coup de gueule. Vas-y, Eliam, Non, mitraille. mais Vas-y, le fait qu'on ait parlé 40 minutes sans parler de slack, c'est déjà révélateur du fait que, en fait, l'importance que les gens donnent à ce truc-là, comparé à ce que ça fait vraiment, il est un peu disproportionné. Ouais, mais en fait, toi, tu n'as pas vu un réel des athlètes super connus qui disent que pour engager le slack, il faut venir serrer les omoplates comme ça. Il faut Donc, engager les dorsaux. c'est pour ça. Mais moi, je l'ai vu, le réel. Je sais qu'il a raison et que toi, tu as tort. mais t'as tort, mais t'inquiète, hein, t'as vraiment tort, mais voilà, fais ça et tu vas prendre 50 kilos sur ton dead, Liam. Il va tirer 400. En fait, c'est ça la méthode. Mais ouais, le slack, vas-y, Eliam, le slack, vas-y. On n'en a pas parlé, t'as 2 minutes. Déjà, c'est quoi le slack? Parlons aux moldus, parlons aux apprentis sorciers aussi. Clique dans la barre quand tu tires. Non, en fait, le slack, concrètement, hein, c'est le mou qu'il y a dans la barre. Genre, la barre, elle a un peu de. Elle a une raideur, et avant qu'elle soit vraiment en tension pour décoller du sol, il faut tirer dessus, en fait. C'est pour ça que quand tu fais un deadlift, tu vas forcément tirer dessus à un moment donné. Et en fait, sur une barre genre rigide, la distance là que tu gagnes en tirant ton slack, elle est assez ridicule. Donc, articuler toute ta technique autour d'1 centimètre, là, comme ça, moi, je trouve ça un peu abusé. Genre, si tu tires sur une deadlift bar, là, je pense que ça entre vraiment en compte, parce que là, tu peux vraiment gagner allez, 10 centimètres, et ça, oui, ça va jouer. Mais sur une barre rigide, voilà. En fait, je pense que l'enjeu, il est surtout de mettre de la tension, mais pas de gagner de l'amplitude. Moi, j'aime bien donner toujours cette image de. Imagine que tu tires une voiture, tu vois, que tu as, je sais pas, une corde et que la corde, elle n'est pas tendue. Si tu commences à tirer, tu sais, tu as la corde qui va venir d'un coup sec, et tu sais, ça va te retirer vers la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si la corde, elle est déjà tendue et que tu es stable, normalement, quand tu tires, bah, en fait, la corde, elle est déjà en tension et la voiture, elle va venir à toi. Et en fait, j'ai l'impression que les gens, ils voient ce tirage de slack plus comme, je sais pas, une manière de se placer, etc. Alors que ça veut juste dire, en fait, tirer le slack, c'est juste un moyen de pas se faire bolos par la barre, tu vois. Non, c'est clair. En fait, il y a du mou dans la barre et il y a du mou aussi dans le lifter, tu vois. Mais en fait, il y a beaucoup plus de mou dans le lifter, de tension Ouais. active dans le lifter, que dans la barre. Si toi, tu es assez en tension, le mou qui reste dans la barre, il est insignifiant, en fait. Donc, c'est plus se concentrer sur le fait de te mettre en tension toi. Et le système toi plus la barre, il sera assez en tension, en fait, pour que tu
restent dans une position efficiente. Donc, en fait, les gens qui défixent parce qu'ils tirent pas le slack, c'est qu'eux-mêmes, ils sont trop relâchés ou dans une position où ils sont pas en tension. Donc, c'est plus ça l'enjeu que vraiment tirer le slack. Il y a de ça, je trouve, et potentiellement, pour certains, ça peut être simplement une mise en tension trop agressive et initier le mouvement de façon trop agressive, tu vois. Ouais, c'est ça. Je vise personne, je vise pas un mec avec un dourag en satin marron, mais c'est simplement se mettre en tension soi-même, oui. Mettre en tension la barre, oui. Mais si tu te mets en tension, que tu es tout gainé, tout tendu et tout, et que tu tires d'un coup sec, c'est là où tu vas te manger un peu le contre-coup du fameux slack. Et il suffit juste de démarrer ton mouvement et de commencer à tirer avant que tu tires pour de bon, en gros. C'est juste une façon de doser ton intensité de tirage. Ouais, bah en fait, de toute manière, je pense que, tu vois, si tu tires comme Lorenzo Baker, et que t'as pas le dos de Lorenzo Personne à la Baker, ref, moi, les mecs, je pense. Si, moi, je le vois. Mais nous, oui, mais on est des vieux de la vieille maintenant, on est des vieux. Rien, ça. Les gars, Lorenzo Becker. ceux qui veulent la ref, chercher, c'était quoi? C'était Opération 300 kilos, je crois, 300 de Lorenzo Baker. Et le mec, tu vois, c'était une putain de légende, tu vois. Mais il tirait, tu vois, genre, toi, si tu tires comme ça, tu vas finir en 1000 morceaux, tu vois. Ouais, tu vas finir en 1000 morceaux ou tu vas découvrir comment tirer en Wi-Fi. Tu vois, ça peut être. Ou bien on va te trouver du boulot, l'un des deux. On va t'apprendre à faire du deadlift. Hein. Je pense qu'il y a vraiment de quoi, bien améliorer sa technique, sa programmation, et puis on vous a donné un peu voilà un petit échantillon de voilà ce que nous on propose à nos athlètes. C'est aussi comme ça qu'on les fait progresser au deadlift. On sait que c'est un lift qui est important, qui construit un gros total et qui fait la différence. Hein, si vous avez une qualif à aller choper, donc forcément bosser dessus. Il y a toujours des petites choses à améliorer. Et puis évidemment, on vous remercie. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou nous envoyer directement un message. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous répondra. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.